5 formateurs, valeurs de la République, laïcité. On intervient régulièrement auprès de personnel, auprès de bénévoles. C'est des animations comme nous les ferons à l'école de Charmey bientôt, le 12. Et c'est aussi des cafés laïcité, des informations. Par exemple, demain à midi, nous rencontrons les instituteurs d'une école de Charmey qui désiraient être plus à l'aise avec la laïcité, on va dire. Et on en reparlera tout à l'heure sans doute. Donc voilà, donc c'est tout ça, Agir pour la laïcité. C'est aussi l'adhésion au collectif Laïque National, qui regroupe une cinquantaine d'associations nationales, regroupant, défendant la laïcité. Donc il y a les Blufal, il y a les D2N, je pense qu'ils sont parmi nous ce soir, ces associations. Voilà, bref, vous n'hésitez pas, si à un moment ou un autre vous entendez parler de besoins spécifiques, de projets, voilà, on est à la disposition bénévolement de tous vos projets. Alors avant de démarrer cette séance, j'aimerais que nous ayons une pensée pour l'écrivain Boualem Sansal, profondément attaché à la laïcité, qui a été arbitrairement arrêté par les autorités algériennes. Chemin de la laïcité est long. Alors, ce soir, nous recevons Alain Sexig, inspecteur d'académie honoraire, secrétaire général du Conseil des sages de la laïcité, militant très engagé de la laïcité, co-auteur du livre Préserver la laïcité que vous pouvez trouver, que le cadran lunaire nous propose à la vente, que vous pourrez acheter et faire dédicacer par Alain, un prêtre. Et bien, bonsoir Alain. Il sera ce soir donc question de l'école de la République, de son histoire, de ses péripéties, de la loi du 15 mars 2004, loi encadrant le port de signes et de tenues manifestant l'appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, loi dont on fête les 20 ans. Tu reviendras sur le travail de la commission Stasi à l'origine de cette loi, sur les conclusions de l'époque, sur ses préconisations pas toutes retenues. Alors, 20 ans après la promulgation de la loi, que peut-on dire de la situation de l'école de la République? Si la majorité de la population s'entend pour dire que la loi était nécessaire, est-elle suffisante pour contrer les menaces qui pèsent sur l'école de la République aujourd'hui? Menaces politiques, menaces philosophiques, mais aussi physiques. N'oublions pas les assassinats de Samuel Paty et de Dominique Bernard que nous honorions il y a encore quelques semaines. Est-ce que la laïcité est suffisamment bien ancrée à l'école? Que penser de ces renoncements insignifiants, mais tellement révélateurs d'un malaise dans le monde enseignant? Que penser de la jeunesse des 18-30 ans qui en a une vision négative, comme le montrent les enquêtes, la juge discriminante, liberticide? Alors, 20 ans après, où en est-on? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a marché? Quels sont les nouveaux défis pour la laïcité? A-t-elle de nouveaux ennemis? Alain, tu as la parole. Merci, cher Eric, et merci aux animateurs d'Agir pour la laïcité et les valeurs de la République, ou les valeurs républicaines plutôt. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bon, peut-être qu'on peut parler dans la pénombre et la lumière suffira. Donc merci aux responsables d'Agir pour la laïcité et les valeurs républicaines de m'avoir invité. Je m'associe immédiatement aux pensées d'Éric, et je pense de nous tous, à l'endroit de Boualem Sansal. Il se trouve non seulement que je chéris l'auteur, l'écrivain magnifique, ceux qui ont lu, c'était mon cas, le premier livre que j'avais lu de lui, c'était Le village de l'Allemand, c'était vraiment un transport incroyable, je vous le recommande si vous l'avez lu, on trouve en livre de poche maintenant Le village de l'Allemand, à partir d'une histoire réelle, d'un ancien nazi réfugié en Algérie, au Kabylie. Mais en plus c'est un ami personnel, donc de
toutes mes pensées vont vers lui en permanence actuellement. Vous l'avez au moins déjà vu à la télévision, entendu. Il a une petite voix douce, Goualem, c'est la douceur incarnée, le savoir à plus de 75 ans dans les jours du pouvoir algérien, c'est un crève-cœur. Bon. Mais bon, j'espère que nous saurons, et toute la République saura se montrer à la hauteur du défi qui nous est lancé, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est ce qui se passe à travers cette arrestation, le défi qui nous est lancé par la branche ultra de ceux qui gouvernent l'Algérie aujourd'hui, et qu'on saura se montrer ferme et qu'on saura le faire revenir parmi nous, parce que sa place est ici. Bon, je voudrais dire aussi, dans le chapitre de l'émotion, que ayant grandi à Chalon-sur-Saône, voilà, j'ai une petite émotion particulière, j'entends Guignon, je n'avais pas entendu ce nom depuis longtemps, et bon, ça me touche, ça me fait quelque chose d'être là. Je suis allé à l'école élémentaire à Chalon, je le vois beaucoup, comme tous les anciens, à mes maîtres, à mes instituteurs et institutrices de cette époque-là. Voilà. Alors depuis, j'ai fait un peu de chemin, en effet, et je travaille aujourd'hui, enfin, tout en étant retraité officiellement de l'Éducation nationale. J'ai une mission qui m'a été confiée à l'origine par Jean-Michel Blanquer pour animer le Conseil des sages de la laïcité. Alors c'est quand même assez drôle cette appellation, Conseil des sages de la laïcité. Je pense qu'il y a sans doute des enseignants ou d'anciens enseignants dans la salle. Je pense que si, à notre époque, en tous les cas, à mon époque, on nous avait dit qu'un ministre allait créer un conseil de sages pour la laïcité, on se serait tous demandé quelle mouche l'avait piqué, parce que nous n'en parlions jamais, ce n'était pas un problème, la laïcité à l'époque. Elle s'appliquait tranquillement, sereinement, dans l'école. On n'avait même pas besoin d'être... de savoir la définir, la laïcité. On la respirait comme M. Jourdain faisait de la prose, de manière assez naturelle. Peut-être une fois l'an, quand nos syndicats nous demandaient de descendre dans la rue pour protester contre les subsides à nos yeux trop importantes que l'État accordait à l'enseignement privé, mais c'était à peu près le seul moment où nous parlions de laïcité dans notre institution. Ça avait même disparu progressivement des sessions de formation des enseignants, alors que pendant longtemps, c'était absolument au cœur de la formation de ceux que Péguy aimait nommer les hussards noirs de la République. Donc ça avait même disparu de la formation, d'une certaine manière. C'est aussi ce que nous avons payé en 89, quand, tout d'un coup, la nouvelle querelle de la laïcité s'est imposée dans notre pays. Avant cela, on a connu une grande querelle de la laïcité. Quand on nous dit qu'aujourd'hui le débat est violent, on oublie que la République a fait donner l'armée contre les églises, très concrètement, contre des églises au moment des inventaires, autour de la loi de 1905. On a emprisonné des personnes, y compris des curés, etc. C'était assez vif, c'était plus qu'un débat, c'était de l'ordre du combat, hein, l'avènement de la laïcité, et puis qui est venu, qui s'est soldé par le vote de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises, avec un E majuscule, les églises comprises comme religion, séparation des églises et de l'État. Maintenant, c'est intéressant de remarquer d'abord que l'école de la République a été laïque avant la République elle-même. 20 ans avant, les lois Jules Ferry, 1881, 1882, 1883, loi Goblet, 1885-86, ce sont des lois qui laïcisent les contenus d'enseignement et les personnels qui dispensent ces enseignements. Fini les congrégations, fini la référence à Dieu dans les contenus d'enseignement. On a des enseignements laïques. Donc l'école,
quand on dit c'est le socle de la République laïque, c'est pas simplement une image comme ça pour se faire plaisir, c'est vrai, historiquement c'est vrai. L'école a été laïque 20 ans avant la République et la loi du 9 décembre 1905. Alors je vous disais, ça n'a pas été simple, ça a été un combat et des débats très virulents dont les minutes de l'Assemblée nationale rendent compte à ce moment-là. Des débats enflammés, puis, excusez du peu, on avait quand même Clémenceau, Jaurès, voilà, qui était à la tribune sur son nouveau débat. Et la tension était telle avec l'Église catholique à ce moment-là, parce que c'était bien sûr la religion, non seulement majoritaire, mais la religion historique de notre pays. C'était celle qui avait le plus à perdre finalement de la laïcité. Il faut remarquer que protestants et juifs ont applaudi à la loi de 1905. C'est la première fois qu'ils étaient considérés à égalité avec les autres religions. Donc ça leur convenait très bien. L'Église catholique, c'était une autre affaire, au point que le Vatican rompt, l'État du Vatican rompt les relations diplomatiques avec la France en juillet 1904, un peu plus d'un an avant le vote de la loi, la promulgation de la loi du 9 décembre. Et l'Église disait, enfin, appelait les familles catholiques à fuir cette école sans Dieu. Hein. Voilà, alors bon, progressivement, les relations voilà, ont repris. Environ 15 ans après, on ne parlait plus de cette querelle. Les relations diplomatiques ont été renouées. Je dis à peu près 15 ans, ça devait être autour de 1920, quelque chose comme ça, 19, plus la date précise en tête, mais le fait d'avoir renoué les relations diplomatiques scellait aussi l'acceptation de la République laïque par l'Église catholique. Et nous avons vécu, les plus anciens pourront en témoigner le cas échéant, nous avons vécu sans trop de heurts quelques décennies d'application tranquille du principe de laïcité à l'école de la République qu'il avait vu naître. Et voilà, quelques décennies, je vous dis, de temps en temps ponctuées d'une manifestation contre l'enseignement privé, mais contre les moyens accordés à l'enseignement privé. Et tout ça, enfin, je crois qu'on peut le dire de cette manière-là, nous n'avons pas connu de gros problèmes de laïcité à l'école jusqu'en 1989. Donc en 1989, chacun enfin les plus anciens s'en souviennent, les plus jeunes l'auront appris, c'est une année charnière à plus d'un titre, hein, de 1989. C'est l'année de la fatwa contre Salman Rushdie, de Khomeini, c'est la chute du mur de Berlin, et puis c'est l'affaire de Creil. Alors, qui peut paraître, au regard des deux autres événements que je viens de citer, une question mineure, et qui pourtant a empoisonné le paysage politique français depuis ce moment-là. 1989, deux jeunes filles se présentent dans un collège, le collège Gabriel Havez de Creil, dans l'Oise, se présentent avec, portant sur leur tête, sur le cheveu, un foulard, ce qu'on appelait à l'époque un foulard. On ne sait même pas comment nommer ce signe qui apparaissait, qui était relativement nouveau, on dira plus aisément, plus facilement voile par la suite. Et là, tout le monde se demande, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut laisser faire? Les jeunes filles peuvent le porter, ou au contraire, c'est interdit au nom de la laïcité. C'est un débat qui enflamme le pays à ce moment-là. Les plus anciens s'en souviennent, il y avait des articles qui se répondaient les uns les autres, des émissions de télévision. Au sein du collège, de manière très très nette, très majoritaire, aussi bien le principal, la personnalité un peu controversée, mais tous les enseignants de l'établissement, je peux en témoigner, je m'y étais rendu en 89, étaient favorables à l'interdiction de ce signe par lequel les élèves manifestaient ostensiblement, c'est ce que dira la loi,
manifestaient ostensiblement une appartenance religieuse. Alors ce qui est étonnant, c'est que on avait complètement oublié au ministère de l'Éducation nationale à ce moment-là qu'il y avait eu des affaires de ce type quelques années auparavant. Et 4 ans auparavant en particulier, dans un collège de Créteil, cette fois, pas Creil, c'était Créteil, on les a souvent confondus, le collège Pasteur de Créteil, de la même manière, deux collégiennes, c'était présent 3, s'étaient présentées en portant ce signe, donc ce voile. Et là, de manière unanime également, les enseignants de l'établissement, la direction avaient décidé que ça n'était pas possible et qu'il s'agirait de la même manière, évidemment, s'il s'agissait d'un signe manifestant une appartenance religieuse à une autre religion. Je me souviens des arguments qui étaient échangés à ce moment-là. Si un garçon se présentait en habit de communion, on lui dirait de la même manière qu'il n'a pas à se présenter à l'école de cette manière-là, ailleurs, et fait ce qu'il veut, pas ici. La chef d'établissement, la principale de ce collège, Pasteur de Créteil, décide de faire les choses bien. Alors elle prend sa plume, elle écrit à l'inspecteur d'académie, elle prévient tous ses collègues, elle dit il faudrait qu'on inscrive dans le règlement intérieur de l'établissement un article disant que les signes d'appartenance religieuse, etc., sont interdits dans l'établissement. Alors elle écrit à l'inspecteur d'académie en disant voilà, monsieur l'inspecteur d'académie, ce que je compte faire inscrire, qu'en pensez-vous? L'inspecteur d'académie dit sujet délicat, je préfère m'en remettre au recteur. Ça arrive dans notre institution, souvent comme ça. Alors ça arrive sur le bureau du recteur, le recteur dit ouh, question délicate, il vaut mieux s'en référer au cabinet du ministre. Mais il faut le noter, à ce moment-là, le ministre de l'Éducation nationale, c'était Jean-Pierre Chevènement. La lettre de la principale part début octobre 1985, et la réponse lui est donnée début novembre 1985. Pour ceux qui connaissent l'institution, je peux vous assurer que c'est un record du monde. Un record du monde. En un mois, la réponse. Et la réponse est vous avez demandé si vous pouviez inscrire, la réponse du ministre est positive. Donc, au collège Pasteur de Créteil, on a inscrit cet article, et personne jamais n'a entendu parler d'un problème de voile dans ce collège. Ça avait été réglé en 2 ou 3 mouvements, et personnellement, j'ai eu à connaître à l'époque une autre situation de ce type dans une école élémentaire du 18e arrondissement de Paris, parce qu'une petite qui arrivait, je ne sais plus en quelle classe, de CL1, avec un voile. Laissez-moi vous dire que ça avait été réglé immédiatement, on avait appelé les parents. Enfin, moi je n'étais pas dans cette école, mais j'avais été appelé en soutien, en renfort, si vous voulez, de l'école. Je travaillais dans le 19e arrondissement voisin, vous voyez, et on avait vu les parents, on avait expliqué qu'il n'était pas question que leur fille se distingue à ce point des autres et sur une base sur la base de l'affirmation d'une identité religieuse qui ne devait pas avoir cours ici, ailleurs, comme ils voulaient. Et bien ici à l'école, les parents sont partis en disant d'accord, la petite enfant terminée. En 89, non, en 89, on s'en souvient, ça prend les allures d'un débat national très enflammé, encore une fois, qui aurait pu être réglé simplement, comme ça avait été le cas auparavant. Et pour illustrer ce que je vous dis, je vais sur le fait que beaucoup étaient décontenancés dans l'institution, ils ne savaient pas quoi faire, et au plus haut niveau de l'institution. Le ministre de l'Éducation nationale, David, comme ça, a vu, il dit dans une même phrase à l'Assemblée nationale, il faut tout faire pour que ces jeunes filles enlèvent leurs signes, mais si elles ne le font pas, il faut les garder quand même dans l'établissement, parce que c'est par l'éducation, c'est par l'instruction qu'elles pourront se dégager, etc. Bon, alors une chose et son contraire, les chefs d'établissement, pas s'il y en a dans la salle, l'ancien, étaient livrés à eux-mêmes. C'était à eux de dire si on acceptait ou si on n'acceptait pas des élèves portant un signe dans l'établissement. Et il faut se rendre compte de ce que ça représente pour
le service public de l'éducation nationale, c'est-à-dire nous sommes régis par les mêmes textes, qui travaillent des fonctionnaires d'État, hein, des personnels enseignants, des personnels de direction et autres, tous soumis aux mêmes règles, aux mêmes principes, et là tout d'un coup ça se divise. Vous avez le principal d'un collège qui dit « Oh, ben, moi ça ne me pose pas de problème, qui viennent avec les filles ». Et puis son collègue, proviseur d'un lycée, quelquefois voisin de 500 mètres, disait le contraire. « Ah non, moi j'en veux pas ». Et dans les deux cas, chacun comprend aisément, ça produisait de la discorde, de la dispute à l'intérieur. C'est là où on retrouve aussi l'essence du principe de laïcité, qui est un principe de concorde. On met de côté ce qui peut nous différencier pour nous réunir autour de valeurs communes, de principes communs, pour avancer ensemble. Et donc, pendant 15 ans, nous avons connu une application différente, suivant les établissements, suivant les académies, d'un même principe, du principe de laïcité. Non seulement différente, mais divergente, même à certains égards. Et c'est ainsi que, en 2003, donc ça a duré quasiment une quinzaine d'années, cette manière de naviguer à vue dans l'institution, avec, on ne sait pas si on va autoriser. C'est simple. On ne savait plus si on devait dire non ou si on pouvait dire oui. C'est aussi simple que ça. On était, et on attendait des règles claires. Si on avait interrogé les chefs d'établissement en particulier qui étaient confrontés en première ligne, je peux vous assurer que très majoritairement, ils auraient demandé une règle claire d'application non à ces signes. Comme ils devaient le demander des années plus tard, il n'y a pas si longtemps, devant un autre phénomène qui s'est produit, qui est celui de l'abaya. Personne ne connaissait le nom, puis tout d'un coup, il apparaît et on commence à mieux comprendre de quoi il s'agit. Les chefs d'établissement interrogés autour de l'abaya, de ce qu'il fallait faire, étaient très majoritairement en faveur de l'interdiction, parce que pas leur demander de dire ça c'est possible, ça c'est pas possible, quelle est l'intention de l'élève, bon voilà, une règle claire, et les signes d'appartenance par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Et alors, en 2003, fin 2003, c'est-à-dire en réalité en septembre 2003 ou fin août 2003, le président de la République d'alors installe une commission, qui a fait allusion tout à l'heure, autour de la personne de Bernard Stasi, ancien maire d'Épernay, député, ministre, ami personnel du président de la République, Jacques Chirac, donc, et autour du président Stasi, il compose une commission de sages, de vrais sages à l'époque, des personnalités qui s'étaient illustrées dans le débat sur la laïcité, qui avaient écrit, qui avaient produit des ouvrages, je pense en particulier à Henri Pénard-Ruiz, un philosophe, à bien d'autres, Jacqueline Costalascu, Patrick Veil, qui a beaucoup écrit depuis sur la laïcité, historien, juriste historien, Gilles Kepel, qui est un des grands connaisseurs de l'islam de manière générale, du monde arabo-musulman, disons, de manière générale, et de l'islamisme en particulier, qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Régis Debray en faisait partie, enfin je pourrais en citer plusieurs, Alain Touraine, René Raymond, Jean Bobéro. Alors toutes ces personnes se réunissent autour de Bernard Stasi et décident de procéder par audition. Alors dans une salle du Sénat, ils auditionnent des personnes qui peuvent être confrontées à des atteintes ici ou là au principe de laïcité. C'est aussi bien un proviseur de lycée et des professeurs qu'un directeur d'hôpital public, médecin, infirmier, pour les services publics, mais aussi les associations privées, des associations philosophiques, des partis politiques, obédience maçonnique, enfin tout le monde est interrogé est auditionné pendant 3 mois à peu près. Moi-même j'ai eu l'honneur d'être auditionné dans les premiers jours de septembre, pour une raison simple, c'est que je
c'est un de mes regrets, j'aurais dû faire partie de la commission Stasi, mais on ne me trouvait pas au moment où il fallait dire j'animais un stage pour directeur d'école au Gabon, et mon téléphone portable ne passait pas dans l'école où je me trouvais à Libreville, donc je n'ai pas pu en faire partie. Donc, s'il avait fallu faire voter les 20 membres, c'était 20 membres de la commission Stasi, au début de leur installation, fin août 2003, pour savoir s'il fallait aller vers une loi d'interdiction des signes d'appartenance dans les écoles, collèges et lycées publics, on peut aisément dire qu'il n'y aurait pas eu de loi. J'étais peut-être 5 sur les 20 membres à être favorable à une loi, au début. Au bout de 3 mois d'audition, ils sont 19 à vouloir une loi, et un seul, sur le 20e, s'abstient. C'est l'historien des religions, Jean Bobéro, qui s'abstient. Les 19 autres. Alors, qu'est-ce qui explique qu'un René Raymond, Alain Touraine et quelques autres, Mohamed Harkoun, également spécialiste de l'islam, professeur en Sorbonne, voilà, les 3 que je viens de nommer sont décédés depuis, mais qu'est-ce qui explique que voilà, un certain nombre de personnalités aux convictions ancrées, professeurs de Sorbonne, etc., eh bien, changent d'opinion au fil des mois, eh bien, c'est justement la force des auditions qui se sont produites. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet incroyable dans cette commission, c'est-à-dire que le réel s'exprimait dans la salle du Sénat où les auditions se produisaient. Et au bout il y avait Marceau également, qui était membre de la commission Stasi, qui était le vice-président du Conseil d'État, puisque le président, c'est le président de la République, le vice-président du Conseil d'État. Qu'un des articles de la loi de 1905, vous me pardonnerez, j'oublie, si je ne l'ai pas marqué devant moi, mais enfin on peut retrouver l'article, un article qui porte spécifiquement sur les pressions susceptibles d'exercer sur un individu, de la part d'autres individus, pour l'obliger à pratiquer une religion, ou au contraire, pour l'empêcher de pratiquer une religion. Donc cette notion de pression, qui avait été employée par la plupart des personnes qui avaient été auditionnées, y compris des jeunes gens, des lycéens, qui parlaient de pression qui s'était exercée sur eux pour apparaître comme suivant de manière fidèle tel ou tel dogme religieux, eh bien, cette notion de pression, selon Marceau et Patrick Veil, qui avaient rédigé une tribune à l'époque pour cela, suffisait à justifier une loi qui s'inscrivait, selon eux, dans le droit fil de la loi de 1905. Parce que vous avez aujourd'hui, on entend quelquefois des personnes dire que la loi de 2004 est en contravention de la loi de 1905, mais non, elle s'inscrit bien dans le droit fil, au regard justement de ce qui est dit dans cet article, je ne sais plus si c'est de 35 ou 36, 37, de la loi de 1905, qui punit de peine, d'amende, voire de peine d'emprisonnement des individus qui s'adonnent à des pressions sur d'autres individus pour les obliger ou leur interdire l'exercice de leur culte. Alors à ce stade, on va peut-être regarder juste un petit extrait, c'est 5 minutes. Ce sont des lycéens et des lycéennes auditionnés justement par la commission Stasi. Et vous allez voir qu'en 2003, c'est en décembre 2003, pour un peu, je trouverai la date précise, si je l'avais sous les yeux, en tout cas décembre 2003, c'est certain, ce sont des lycéens et des lycéennes, pour certains d'entre eux qui viennent de lycées français de l'étranger, tout simplement parce qu'une des membres de la commission Stasi avait été proviseur dans le réseau des lycées français de l'étranger, dont
ça a été facile de faire venir des personnes, mais pas uniquement. Vous verrez, les noms et provenances sont indiqués à l'écrit sur l'écran. On verra des élèves qui viennent de la région parisienne, etc. Très intéressant de les écouter et de mesurer ça à l'aune de ce qu'on peut entendre aujourd'hui de la part de plus jeunes. Après un long travail, la classe a abouti à un certain nombre de propositions. À l'unanimité, nous pensons qu'une loi devrait être appliquée contre tous les signes ostentatoires. Il faudrait donc que cette interdiction figure explicitement dans les règlements intérieurs de chaque école. Nous sommes en majorité pour le maintien de la loi de 1905, qui consiste en la séparation de la société civile et religieuse, mais les chefs d'établissement ne doivent plus décider des interdits en matière de religion. Nous proposons en fait, en France, ce que nous avons en Tunisie, c'est-à-dire de ne pas autoriser le voile dans les lieux administratifs. La classe insiste sur le fait que la loi de 1905 et nos propositions s'appliquent à toutes les religions et pas seulement à l'islam, car les élèves ont ressenti qu'à travers la défense de la laïcité, c'est indirectement l'islam qui était combattu. Et nous avons été très honorés de participer à cette commission. Merci. Merci. Alors, le voile, on peut le porter dans nos établissements, il y a quelques élèves qui sont voilés, mais je pense, tout le monde a pu remarquer, la kippa, il n'y a aucun élève qui la porte. Pourquoi? Je pense que c'est par peur. Peur de s'en faire lyncher, puisque c'est une minorité dans notre banlieue. Et nous sommes favorables à une loi qui serait aucun signe religieux et politique dans les établissements scolaires. Les buts de cette loi ne seraient pas contre une religion, mais pour protéger les minorités et les plus faibles, éviter les pressions d'autrui, préserver l'équité et la neutralité, uniformiser en un seul texte les règlements intérieurs, une même loi pour tous. Nous sommes favorables à une loi, mais nous tenons à deux conditions. Donc tout d'abord, la première condition, donc, la loi doit être accompagnée d'une formation scolaire citoyenne obligatoire, donc dès le plus jeune âge et pendant tout le cursus scolaire, qui enseignerait donc le respect, l'acceptation de la différence, la compatibilité, l'étude et la tolérance de toutes les religions. Donc ensuite, la deuxième condition, c'est oui à une loi, mais elle ne doit accepter aucun compromis. Aucun signe religieux, d'appartenance religieuse ou politique ne peut être toléré dans tous les établissements scolaires, car la laïcité ne se tronçonne pas. Et je voudrais vous remercier donc, de nous avoir laissé la parole. C'est pas souvent qu'on laisse la parole à des gens qui sont sur le terrain. Merci. En ce qui concerne le problème dit du voile, nous souhaitons que la loi définisse clairement la différence entre, d'une part, un voile recouvrant entièrement la tête et le cou qui serait identifié comme ostentatoire, et d'autre part, un foulard noué au-dessus de la tête permettant toutes les activités scolaires qui seraient considérées comme licites. Nous pensons en effet que vouloir limiter les signes discrets à la taille d'un pendentif exclurait la culture de certains élèves et serait inégalitaire. De plus, nous avons appris au cours du débat, et par nos professeurs, que le port du voile pose un problème en ce qui concerne l'égalité des femmes. Nous n'avions jamais encore réfléchi à cet aspect. Il faudrait donc que la loi le dise clairement pour que l'interdiction ne soit pas perçue comme le rejet de certains, mais comme un élément de l'égalité républicaine. Merci. Selon nous, garder la situation actuelle, c'est-à-dire ne pas adopter de loi, serait soumettre les élèves au jugement arbitraire des proviseurs, mais aussi mettre en difficulté les proviseurs eux-mêmes, qui seraient au milieu de toutes les tensions. Nous pensons qu'on ne peut pas laisser à un juge ou à un proviseur la responsabilité de prendre de telles décisions si derrière eux, il n'y a pas de loi pour les appuyer et pour soutenir leurs décisions. C'est pour ça qu'on pense qu'il faut une loi claire qui permette de ne pas faire accuser les proviseurs d'intransigeance ou au contraire de laxisme. On demande donc une loi qui ne permette aucun signe visible, ni religieux ni politique, c'est-à-dire enlever le foulard et cacher les croix ou autres sous les pulls. Merci.
moi, j'espère pouvoir venir à une école républicaine en tant qu'élève et non pas en tant que croyante ou non-croyante. Il faut que la religion reste en dehors des salles de classe, parce qu'il faut séparer la foi de la raison, et parce que les islamistes se nourrissent d'ignorance. Il faut que l'école puisse combattre, et avec quoi elle va combattre? Avec la connaissance. Ça passe par les cours de religion, peut-être, pour apprendre à connaître les autres religions, parce que moi, je ne connais pas beaucoup de personnes qui ont choisi la religion qu'ils pratiquent, parce que c'est souvent la religion des parents. Puisse la République appliquer sur tout le territoire français une loi déjà existante qui confère l'égalité entre élèves, sans distinction d'origine ou de religion, conformément à ses valeurs. C'est un document d'archives que nous avons exhumé, puis résumé comme ça en quelques minutes, à l'occasion de la célébration des 20 ans de la loi. Donc le 15 mars dernier, 15 mars 2024, avec la ministre Nicole Belloubet, nous avons célébré les 20 ans de la loi. Vous avez remarqué que ça se succède à intervalles réguliers au ministère de l'Éducation nationale. Là, c'était avec Nicole Belloubet que nous avons fait cela. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai été frappé en retrouvant ces documents. Je connaissais l'existence de cette séance d'audition. Plusieurs membres de la commission Stasi m'avaient dit que ça avait été une séquence assez forte et convaincante. Mais moi j'ai trouvé que ces jeunes faisaient preuve d'une maturité incroyable, surtout si on s'imagine qu'à l'époque, on oscillait complètement, on était dans le flou sur les principes. Et donc, quand on est moi, je ne connais qu'une chose, hein, il faut être clair sur les principes, quitte à se montrer souple dans leur application. Ça, on peut faire ça. Mais nous, là, à ce moment-là, c'était tout l'inverse. On était flou sur les principes et on oscillait entre laxisme et autoritarisme, si vous voulez, ou indifférence, dans la pratique, dans les faits. Et là, ces jeunes disent, il faut une règle claire, il ne faut pas laisser des proviseurs ou des juges seuls décider, il faut que l'État, dans son ensemble, bref. On était en pleine incohérence, une incohérence qui s'était manifestée, je voulais vous le dire tout à l'heure, mais c'est passé à autre chose, en 89, début octobre 89, je me rendais rue d'Ulm à l'Institut national de la recherche pédagogique pour un colloque, et dans la rue, je croise Claude Allègre, qui était à ce moment-là conseiller spécial du ministre de l'Éducation nationale. Lui-même deviendra ministre par la suite de l'Éducation nationale. Nous nous connaissions un peu, nous étions croisés, pas disons. Alors je lui dis, Claude, il faut être clair sur ces affaires de voile, il faut être ferme, il ne faut pas laisser ça s'installer de flou, c'est bon pour personne cette affaire-là. C'est les ennemis de la laïcité qui vont en profiter pour s'engouffrer, il faut être ferme tout de suite. Il me dit, mais pourquoi tu en fais une telle histoire? Laisse passer les vacances de la Toussaint, et au retour, tu verras, on n'en parlera plus. Toussaint 89, hein. Vous voyez, la clairvoyance politique, c'était parce que qu'est-ce qu'on attend d'hommes d'État? On attend d'hommes d'État qui soient capables d'anticiper sur la marche des choses, et là, visiblement, on faisait fausse route. Alors bon, je n'ai pas envie de taper sur lui spécialement, d'autant que je sais qu'il n'est pas bien en point, et puis qu'il a pu évoluer. Beaucoup ont évolué. Un autre ministre de l'Éducation nationale, qui était auditionné en 1989, c'était Luc Ferry. Il était ministre à ce moment-là, Luc Ferry. En 89, qu'est-ce que je raconte? En 2003, excusez-moi. En 2003, au moment de la commission Stasi. Donc il était ministre, et il y avait un ministre délégué auprès de lui, qui était Xavier Darcos, qui devait par la suite devenir ministre de plein exercice. Bon, inutile de dire que Xavier Darcos, il n'était pas très heureux d'être sous l'autorité de Luc Ferry. Alors, ils se sont présentés tous les deux à l'audition de la commission. Bernard Stasi leur a dit, messieurs les ministres, vous avez la parole, vous allez nous dire un petit peu la manière dont
été appliquées, c'était le titre exact de la commission Stasi, c'était une commission sur l'application du principe de laïcité dans la République. Alors, comment est appliqué le principe de laïcité à l'école de la République, demande Alain Stasi. Alors, Luc Ferry, assez grand, c'est comme ça, si je savais quoi faire de ces gens, c'est comme ça, et il dit, écoutez, je sais, beaucoup disent, il faudrait une loi, enfin moi quand j'interroge mes services, ils me disent, il y a 500 cas de voile à travers la France, bon, sur 12 millions d'élèves, vous comprenez, on ne va pas... Alors, ils minimisent totalement. Il y avait Xavier Darcos qui a côté, qui publiait un petit peu, et à ce moment-là, il y a un des membres de la commission Stasi, j'oublie son nom, mais ça arrive de plus en plus souvent maintenant, qui pose ses lunettes et qui dit « Monsieur le ministre, si je comprends bien, vous êtes en train de nous expliquer que le président de la République a réuni une commission de sages pour un problème qui n'existe pas. » Alors là, on a vu, il s'est redressé, mais sa déposition était, il pouvait raconter ce qu'il voulait, c'était fini. Il était, Xavier Darcos avait un petit sourire narquois à côté de contentement. Et voilà, bien sûr, Luc Ferry, par exemple, a totalement évolué sur la question. Aujourd'hui, il reconnaît le bien fondé de la loi. Mieux, il la revendique. Il dit, quand j'ai fait voter la loi, puisque c'était sous son ministère, bon, ça avait commencé avant, et non seulement il y a eu les travaux de la commission Stasi, mais il y a eu aussi tout un travail de l'inspection générale de l'éducation nationale, mené par plusieurs inspecteurs généraux, emmené par l'un d'entre eux, qui s'appelle Jean-Pierre Aubin. Donc ils ont commis un rapport qui est connu sous le nom de rapport Aubin, qui allait rigoureusement dans le même sens que les conclusions de la commission Stasi, qui ont été rendues en décembre 2003, remis ces propositions au président de la République, qui en a tiré... Alors, tout n'a pas été repris, mais l'essentiel a été repris. D'abord la loi, et puis la proposition de créer un observatoire national de la laïcité. Alors, on a mis longtemps avant de le créer, hein. On a mis longtemps. Tout simplement parce que celui qui devait le créer, qui avait signé le décret de constitution de cet observatoire de la laïcité, en sa qualité de ministre d'État, ministre de l'Intérieur, c'était Nicolas Sarkozy. C'est le dernier décret qu'il a signé comme ministre. 2 mois après, il était élu président de la République, et élu président de la République, il décide de ne pas créer l'observatoire de la laïcité, non pas, lui faire dire ce qu'il ne dit pas, non pas parce qu'il ne voulait pas, ça ne l'intéressait pas la laïcité, mais parce qu'il ne voulait pas multiplier les instances de conseils administratifs de ce type. Et c'est pour ça qu'il les avait regroupés. Il y avait la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, il y avait le défenseur des enfants, il y avait comment on appelle, le médiateur de la République. Voilà. Donc il a dit, moi je ne veux pas les multiplier, les instances comme ça, je vais les regrouper. C'est comme ça qu'il a créé le défenseur des droits, en regroupant ces instances. Il a dit, je ne vais pas, au moment où je veux les regrouper, je ne vais pas en créer une nouvelle, il n'a pas voulu créer l'observatoire. Mais ça a fini par se faire dans des conditions, enfin on pourra en parler si cela vous intéresse. Donc, entre la commission Stasi et le rapport Aubin, voilà, tout cela convergeait, on va vers une loi d'interdiction. Et il faut bien dire que beaucoup prédisaient que ça serait l'apocalypse dans les écoles, que cette loi serait refusée, jamais appliquée, etc. Elle a été appliquée. Alors depuis, effectivement, certains qui la refusent cherchent à la contourner, à jouer avec en permanence. C'est comme ça qu'on a vu apparaître un beau jour des abayas. Alors, ça a été connu du grand public il y a 2 ans, c'était en mars-avril 2023. Il y a un quotidien, l'Opinion, qui titrait « Épidémie d'abaya dans les établissements scolaires ». Là, il y a 1 an et demi, quoi, disons, un peu plus. Mais ça avait existé avant. En 2010, dans un établissement scolaire, un lycée de la région parisienne de la Seine-Saint-Denis, j'étais inspecteur de l'académie, là, en Seine-Saint-Denis, donc j'ai eu à en connaître. J'étais inspecteur de l'éducation nationale, inspecteur d'académie, c'est à Paris. Je disais bien que je disais une bêtise.
Donc, inspecteur en Seine-Saint-Denis, j'ai eu à connaître cette situation dans un lycée de Saint-Ouen. Et bon, voilà, des jeunes filles s'étaient présentées avec ce signe, là aussi, qu'on ne connaissait pas. Puis là, il y a eu une jeune professeure d'anglais de l'établissement qui a fait des recherches. Elle a dit, voilà, ça fait des abayas, ça vient du Moyen-Orient, c'est une tenue religieuse, etc. Elle en fait un article. Avec sa chef d'établissement, elles écrivent au recteur, mais le recteur, lui, il avait une autre interprétation. Il dit, mais ça n'est pas culturel, c'est culturel. Donc on ne va pas les embêter, ces jeunes filles, elles ont le droit de porter. Et alors, quelles étaient les forces qui étaient derrière ces jeunes filles qui portaient le voile? Et les chefs d'établissement de cette époque-là s'en souviennent très bien. C'était un homme, un islamiste connu, qui était en procès là, dans l'assassinat de Samuel Paty, dans l'affaire de l'assassinat de Samuel Paty, c'est Abdelhakim Sefrioui. Vous avez tous entendu parler de cet homme qui, au collège de Samuel Paty, s'était fait passer pour l'oncle d'une élève pour accéder au bureau de la principale du collège. Eh bien, figurez-vous qu'en 2010, il avait usé exactement du même stratagème pour aller dans le bureau de la proviseure et dire « Mais non, mais c'est un signe culturel, vous ne devez pas l'interdire, c'est pas possible. » Il animait une association dissoute depuis, les cavaliers de l'Apocalypse, en mémoire de Cheikh Yassine, enfin bon, il a animé plusieurs associations islamistes, il était déjà là. Et au rectorat, on nous répondait, c'est pas bien méchant, c'est un signe culturel. Vous voyez, donc il faut savoir quelles sont les forces en présence. Bref, on a eu la loi. Elle a mis un terme quand même assez net au développement des signes d'appartenance religieuse à l'école, mais, bien sûr, on a vu des contournements s'opérer, c'est le cas de la Maya. Heureusement, là, le ministre, qui est resté peu de temps aussi comme ministre de l'Éducation nationale avant de partir à Matignon, Gabriel Attal, a eu le temps de rédiger une note de service l'interdisant, et ça a produit son effet, mais on n'est pas encore au bout des problèmes. Moi, j'ai toujours pensé, en 89, quand j'ai vu la tournure que ça prenait, je disais à mon entourage, on va en prendre pour 50 ans. Je vous jure que je disais ça, on va en prendre. Si on n'est pas capable de régler ça, on va en prendre. Vous voyez, on est à peu près, ça fait 35 ans que ça dure, on en a encore pour un moment, je pense. Parce que, voilà, si on ne sait pas réagir nettement au moment où il faut, on laisse s'engouffrer des forces hostiles, et ça va très vite. Croyez-moi qu'aujourd'hui, réseaux sociaux aidants, etc., tout ça va très vite. L'épidémie d'Abaya dont parlait le journal d'opinion, c'est en quelques semaines. Ça n'a pas mis des années, quelques semaines. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? C'était la question qui m'était posée aussi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bon, alors, le ministre Blanquer, je vous l'ai dit, a créé le Conseil des sages de la laïcité. Donc, on n'est pas oraux, on n'est pas, mais on essaie de faire des choses. D'abord, on a produit un certain nombre d'ouvrages, en particulier un vadémécum de la laïcité à l'école, qui essaie de répondre de manière la plus précise possible à des situations concrètes rencontrées dans les établissements. Comme dit la présidente du Conseil des sages, la sociologue Dominique Schnapper, que beaucoup doivent connaître, Dominique Schnapper, quand on s'est installé, première réunion, on a dit il ne s'agit pas pour nous d'écrire la énième thèse sur la laïcité. Il faut aider les collègues dans les établissements. Et il faut donc répondre à des questions très précises, très concrètes. Donc le voilà, il est consultable, téléchargeable sur Internet. Vous tapez Conseil des sages de la laïcité, vadémécum la laïcité à l'école. Et puis voilà, il y a toute une série de fiches avec des questions précises. On essaie d'y répondre en disant que dit le droit dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire, comment agir. On a regroupé ce volume, la laïcité à l'école, dans un coffret avec deux autres documents. L'un qui s'intitule L'idée républicaine, c'est une anthologie de textes courts sur tout ce qui a trait à la République, la démocratie,
la laïcité, les principes républicains, et puis un autre qui s'appelle La République à l'école, et qui a été rédigé par l'Inspection générale de l'éducation nationale, et qui explique comment on peut mobiliser le principe de laïcité dans les contenus même d'enseignement, dans les contenus disciplinaires, bien sûr en sciences de la vie et de la terre, en philosophie, en lettres, en mathématiques, et qu'on a des élèves, par exemple, qui refusent de tracer le signe infini, parce que l'infini n'est que du domaine de Dieu. Donc ça ne peut pas être du domaine des hommes, des choses comme ça. Oui, ça existe aussi. Donc, je peux le laisser à la consultation, mais je suis obligé de repartir avec, c'est le dernier qui nous reste au ministère. Mais c'est consultable, téléchargeable, ça coûte, mais voilà. Donc on a sorti un certain nombre de documents, y compris des choses très très concrètes, par exemple sur le recours à des certificats médicaux non conformes, comme ça qu'on l'a intitulé, pour ne pas dire des certificats médicaux de complaisance, auxquels ont recours certaines familles pour permettre à leurs enfants d'être dispensés, en particulier des cours d'éducation physique et sportive, et tout particulièrement de la natation. Donc ça fait des années que ça dure. Tout le monde le sait. Et tout le monde sait que c'est souvent bidon, pour dire les choses simplement, les certificats. Alors, allergie au chlore, l'élève est allergique au chlore, alors vous avez 15 certificats pour des jeunes filles qui sont toutes allergiques au chlore, de même niveau, même classe, quelquefois, le même médecin qui produit ça. Alors quand on se tourne vers les médecins scolaires, quand ils sont là, ils disent on ne va pas se bagarrer avec nos collègues de ville, avec nos confrères. Donc on a décidé de prendre le taureau par les cornes au Conseil des sages. On a réuni une commission, une sous-commission si vous voulez, interne, avec en particulier l'Ordre national des médecins qui a accepté de travailler avec nous. Et donc on a produit même comment dire, dans la petite brochure qu'on a sortie, vous pouvez trouver pareil sur le site, on a même mis un modèle de lettre, disons un exemple de lettre qu'un chef d'établissement peut tout à fait adresser au responsable départemental de l'ordre des médecins quand il y a une suspicion. Voilà, écoutez, moi je ne peux pas me prononcer, mais vous, ordre des médecins, vous pouvez. Voilà. On reçoit le même certificat médical du même médecin pour le même motif. Alors le plus drôle, c'est que quand on a mené notre petite enquête pour faire cette brochure, nous sommes allés dans l'académie de Besançon, pas très loin. Nous sommes allés à Dole. Nous sommes allés dans un lycée à Dole. J'ai revu encore la chef d'établissement il y a peu de jours. Et alors, ils nous ont montré les certificats médicaux, anonymisés bien entendu. Nous ne connaissons et nous ne donnons évidemment ni le nom du médecin, ni le nom des élèves concernés dans notre petite étude. Mais alors, le motif était le même, donc allergie au chlore. Et, manque de chance, la ville de Dole ne traite pas l'eau de ses piscines au chlore. Alors, vous voyez, donc là, c'était jouer sur du velours. Hein, mais donc, au moins, celui-ci, on sait qu'il ne recommencera pas. Parce qu'il a été convoqué par l'ordre des médecins. Voilà ce qui devait se faire. On aurait peut-être pu faire avant, mais bon, ben, il faut un petit peu d'expérience, il faut échouer longtemps pour arriver à faire des choses. Alors je dis que le problème est réglé. Je ne dis pas ça. Mais en tous les cas, on a les moyens de le régler maintenant si on veut. Voilà, on a des atouts pour le faire. Et puis, l'un des grands problèmes auxquels nous sommes confrontés, ça a été un peu évoqué par Eric tout à l'heure, c'est celui de l'appréhension de ces questions de laïcité par les plus jeunes professeurs en particulier. Parce que les plus anciens, ils ont quand même peu ou prou été pétris de ces idées. C'est plus tout à fait le cas pour des jeunes professeurs. Et donc il y a un effort de formation vraiment important à faire. D'autant que je vous l'ai dit, pendant des années, on n'en a plus parlé. Donc c'est à cela que nous nous appelons, avec les directions du ministère, avec les académies. Alors, c'est un travail qui ne se voit pas comme ça, dont la presse ne parle pas, et c'est très bien d'ailleurs, elle ne parle pas, parce qu'il ne s'agit pas de parler de tout le temps. Nous, on fait notre travail petit à petit. Ce que je peux vous dire, c'est que on se le disait à quelques-uns au Conseil des sages lors d'une réunion récente, on sent que notre discours passe mieux, qu'il y a une attente. Parce qu'ils voient bien que ça ne va pas, qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça, qu'il faut des règles claires, etc. Donc ils sont très demandeurs maintenant.
Et alors, un des moyens les plus, comment dire, les plus efficaces pour expliquer le bien fondé de la laïcité, c'est d'évoquer ce qui se passe là où elle n'existe pas, dans les pays qui ne l'ont pas, la laïcité. Comment ça se passe là? Et on a des élèves qui eux-mêmes peuvent en témoigner. On va voir un petit film, mais notre collègue est parti. On va attendre. On a toujours des choses à dire, mais on va pouvoir voir des jeunes élèves. Ils étaient très jeunes en 2017 quand ça a été tourné. Ce sont des élèves qui arrivaient tous, ils ont cette particularité tous, qu'ils arrivaient d'un pays étranger, ne parlant pas le français, ne maîtrisant pas le français, à l'oral et moins encore à l'écrit. Donc pour ces élèves-là, on a créé au fil des années des structures particulières. Longtemps on les a appelées dans l'école élémentaire des CLIN, C-L-I-N, c'est des classes d'initiation au français pour élèves non francophones. Dans le secondaire, on les appelait des CLA, des classes d'adaptation. Puis on a changé ces appellations, on les appelle aujourd'hui, de notre jargon insupportable à l'éducation nationale, des UPE2A. Ça veut dire Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. Allophone parce que on ne peut pas dire non francophone, c'est privatif, alors il faut dire allophone, c'est positif. Bon, c'est un peu bête, c'est comme ça. Alors ces structures, en revanche, se justifient pleinement parce que c'est dans ces structures à plus ou moins petit effectif que les élèves se familiarisent avec la langue française et avant de pouvoir intégrer des classes du cursus ordinaire. Alors vous allez voir des jeunes gens qui disent « moi j'arrivais de tel pays, moi de tel autre, voilà l'expérience que j'en avais ». Et puis, arrivé ici, ben voilà, je découvre un lycée où il y a des enfants de partout qui se mélangent, de religions différentes, et puis ça se passe bien, et puis ben vous allez les écouter. C'est des témoignages assez forts, et on va essayer de faire une... Je m'appelle Mustafa et je viens d'Afghanistan. La laïcité, c'est génial car elle nous permet de vivre ensemble sans aucune violence. Dans un pays laïque, on ne juge jamais les gens sur son identité, sa couleur de peau, sa culture, ni sur sa religion. Lorsque j'étais en Iran, j'étais jugé sur mon identité. Ils me disaient que je n'avais pas le droit d'aller à l'école car j'étais un Afghan. Je n'avais même pas le droit d'acheter une carte SIM car j'étais un Afghan. Dans les rues, lorsque des Iraniens me voyaient, ils se moquaient de moi en me disant « Et regardez l'Afghan qui est là » en me montrant. Et ça faisait vraiment mal à l'intérieur. Je suis ravi d'être en France, un pays laïque où il n'y a aucune différence entre nous. Merci. Bonjour, je m'appelle Anima et je viens du Bangladesh. Je pense que la laïcité est très importante pour le monde parce que dans le monde, il y a des pays où la religion n'est pas séparée de l'école et de l'État. Dans ces pays, la religion est la première priorité. Exemple, la Birmanie est un pays bouddhiste et l'État a décidé que les musulmans ne peuvent pas rester en Birmanie. Ils tuent les gens qui sont musulmans et c'est terrible. Si c'était un pays laïque, ils pourraient vivre ensemble parce que la laïcité nous permet de vivre ensemble. La laïcité n'est pas juste une règle qui sépare la religion de l'État, c'est aussi une règle qui garantit l'égalité entre les filles et les garçons. Si je parle de la société du Bangladesh, les filles et les garçons ne sont pas égaux. Il y a des familles qui pensent que les filles n'ont pas besoin de finir des études parce qu'elles veulent se marier et faire le ménage à la maison. Mais pour les garçons, c'est l'inverse. La famille fait tout pour éduquer les garçons parce qu'ils pensent que les garçons veulent travailler et gagner de l'argent, mais les filles ne peuvent pas travailler. C'est pour ça que je pense que la laïcité est très importante pour la société de mon pays, pour que les filles puissent vivre.
Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Jocelyne. Je viens d'Irak, mais j'aimerais bien vous dire que dans mon pays, l'Irak, mon prénom n'était pas Jocelyne, c'était la chrétienne. À chaque fois quand quelqu'un oubliait mon prénom, il commence à m'appeler avec ma religion, comme si je n'avais même pas un prénom. Ça m'a fait sentir que je suis différente et que je ne suis pas comme les autres. Dans mon école, certains professeurs ne me voyaient pas comme les autres élèves. Des parents qui disaient à leurs enfants de ne pas me parler, juste parce que je suis chrétienne, ou comme ils disaient, différente. Ça m'a fait vraiment mal à l'intérieur. Mais j'ai toujours montré que je suis forte et que je m'en fous de tout ce qu'il dit. J'ai toujours été fière d'être araméenne chrétienne, comme tout le monde qui sont fiers d'être de ce qu'il est. Au cours de religion, le prof me disait de sortir dehors, ou sinon je faisais le cours avec eux. Mais moi, je choisissais de sortir. Il y avait certains professeurs, quand ils me voyaient dehors, ils me disaient « Au lieu de rester ici sans rien faire, pourquoi ne pas aller faire du ménage avec la dame qui fait le ménage ?» J'ai toujours répondu, car je voulais toujours montrer que je suis plus forte que ce qu'ils pensent. Quand ils me parlaient de leur religion, je disais tout le temps « Je respecte ce que vous pensez, mais ne me parlez pas de votre religion, car je ne crois pas à ce que vous croyez. Et je ne vais jamais croire à quelque chose juste parce que vous voulez que je pense à ça. Je suis libre à ce que je pense. » À cause de mes réponses, je voyais mes notes baisser toujours. Juste parce qu'ils disaient que ce que je dis, c'est un manque de respect, alors que j'ai juste dit mon avis et c'est juste parce que je pense différemment. Je ne veux pas dire que tout le monde était comme ça dans mon école. Il y avait beaucoup des professeurs, d'élèves qui m'ont beaucoup aidé à passer ces moments difficiles. Un professeur que jusqu'à maintenant je ne peux pas l'oublier, quand il touchait mes mains froides et les réchauffait et essuyait mes larmes. Des amis qui m'ont dit « Je t'aime et j'aime ta religion ». Je suis sûre, si la laïcité existait dans mon pays, je n'avais pas des moments difficiles dans mon enfance. Maintenant et devant tout le monde, je veux remercier la laïcité car elle m'a rendu mon prénom. Aujourd'hui, mon prénom n'est plus la chrétienne, mais c'est Jocelyne. Je me présente, je m'appelle Isram Salem, j'ai 17 ans, je viens de la Tunisie. Quand je suis arrivée en France, je trouvais bizarre de ne voir pas la signe religieuse au lycée. J'étais curieuse de connaître la religion chrétienne, mais je trouvais ça bien parce que on ne voit pas tout à travers la religion, comme dans mon ancienne école. Dans mon pays, il y a des gens de confession juive qui s'en font insulter. Même dans mon lycée en France, j'entendais un élève dire que tous les musulmans étant des terroristes, surtout les Arabes. Ça me fait mal. Et je suis contente que la laïcité existe pour l'être contre l'intolérance. Je m'appelle Randy. Quand j'étais au Cameroun, j'étais dans une école religieuse. Là-bas, nous vivons avec les règles de l'Église et on montre sa spiritualité. Il faut montrer que nous sommes des vrais chrétiens. Sinon, les autres vont s'éloigner ou dire que vous êtes possédés par des diables et te critiquer. À cause de cette peur, je dois porter et devenir un personnage chrétien. Mais à l'intérieur de moi, je sais que ce n'est pas moi en vrai. Je n'étais pas libre et confortable. J'étais vivant dans un personnage. Je n'ai jamais eu la chance de choisir entre croire ou ne pas croire, ou la chance de vivre libre, mais je devais toujours montrer ma religion, et jamais moi à l'intérieur. On me conseillait de n'avoir que des amis chrétiens, et des autres étaient regardés comme des mauvaises personnes. Quand je suis arrivé en France, dans une école laïque, c'était fascinant. Personne ne m'a jamais demandé combien de fois je prie par jour ou si je suis baptisé. Je trouve très fascinant que 20 personnes qui viennent de presque tous les continents du monde, avec les cultures et les religions, puissent vivre et rester ensemble dans la même classe, en paix. Et personne n'est en train de critiquer des autres à cause de leur religion. On se comprend et on se respecte nous-mêmes.
La laïcité m'a donné la chance d'être libre. La laïcité m'a donné la chance de quitter mon personnage. Merci. Bon, on s'en tient là s'il y a des questions. Enfin, bon, je n'ai pas à mon tour évoqué les assassinats de Samuel Paty et de Louis Bernard, mais enfin, bon, chacun comprend que c'est un traumatisme profond. Ça va peut-être vous étonner, mais on a été quelques-uns à n'être pas surpris. Évidemment, on ne s'attendait pas à ce qu'on assassine, et de cette façon particulièrement cruelle, un professeur. Mais nous savions l'école menacée, l'institution scolaire menacée. Ça n'est pas d'aujourd'hui, c'est l'assassinat de Samuel Paty a eu lieu le 16 octobre 2020. 3 jours auparavant, nous étions réunis dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, tous les responsables académiques qui s'occupent de laïcité. On a des référents académiques, laïcité, etc. Il y avait au premier rang le ministre Jean-Michel Blanquer, et nous avions demandé au professeur Bernard Rogier, qui est un ancien disciple, si vous voulez, de Gilles Kepel, qui travaille vraiment sur l'islamisme, qui a publié un livre à base de recherche, d'entretien, etc., qui s'appelle « Les territoires conquis de l'islamisme ». Et alors, le 13 octobre 2019, il nous disait qu'il citait des extraits du magazine en langue française de l'État islamique, de Daesh, qui s'appelle Dar al-Islam. C'est le numéro 7 de décembre 2015, la référence est précise. Et voici quelques lignes en français. Le musulman doit savoir que le système éducatif français s'est construit contre la religion en général et que l'islam en tant que seule religion de vérité ne peut cohabiter avec cette laïcité fanatique. L'opposition est totale parce que la laïcité est la séparation de la religion et des affaires de l'État. Le musulman, lui, sait qu'Allah est le seul législateur. Les mécréants et les musulmans ne sont pas égaux, les hommes et les femmes ne sont pas égaux, le prosélytisme est une obligation pour chaque musulman, l'islam n'accepte pas la liberté de conscience, l'interdiction de la prière, la banalisation de la fornication et de l'homosexualité, la mixité, le dessein des êtres dotés d'âme, la musique, enfin ça continue, et la conclusion c'est les fonctionnaires de l'éducation nationale qui enseignent la laïcité, tout comme ceux des services sociaux qui retirent les enfants musulmans à leurs parents, sont en guerre ouverte contre la famille musulmane, donc il faut les tuer, ils sont en guerre. Voilà. Alors il nous explique ça, voilà. Je peux vous dire que tous ceux qui ont assisté à sa conférence ce jour-là, 3 jours après, ils comprenaient. Voilà, ça ne veut pas dire, encore une fois, que, et surtout, personne ne peut le souhaiter, qu'il y ait de nouveau des drames de ce type, mais il faut dire les choses aussi simplement que ça. On n'est pas à l'abri vous voyez bien, les provocations qui existent, voilà, qui se font jour de temps à autre. Mon collègue, très bien, Philippe Le Guillou, qui était proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris, qui a été menacé, comme chacun sait, pour avoir simplement demandé l'application de la loi dans l'enceinte de son établissement. Il a demandé à une jeune fille de retirer son voile, elle était dans l'établissement, en lui expliquant qu'elle pouvait le remettre à la sortie, qu'elle n'avait pas le porter là. Ça s'est enflammé sur les réseaux sociaux, elle l'a insulté, il a reçu des menaces de mort, et là dernièrement, un de ceux qui ont proféré des menaces particulièrement crues sur les réseaux sociaux a été jugé et condamné à 600 € d'amende et 2 jours de stage de citoyenneté. La ministre elle-même, Anne Genetet, a dit que c'est un camouflet pour l'éducation nationale. Voilà, si on risque que ça, on va pouvoir continuer. Donc il faut vraiment être capable. On a été pendant tout un temps dans
dans le déni des problèmes à l'éducation nationale. On ne voulait pas les voir, ces problèmes-là. Et puis on avait peur de se faire taxer de racistes dès qu'on évoquait ces questions-là. Comme si l'islamisme, à nos yeux même, avait pris le pas sur l'islam. C'est-à-dire que les bons musulmans sont ceux qui portent des signes à l'intérieur, sont des filles, etc. Comme si on avait intégré ces normes que l'islamisme veut imposer de par le monde, et d'abord aux personnes de confession musulmane. Et puis, on a été dans le déni. Je vous citais l'exemple de ce recteur qui disait c'est pas culturel, c'est culturel. Qu'est-ce qu'il en sait? C'est un spécialiste de ces questions pour nous dire des choses pareilles. C'est surtout le règne du pas de vague. On l'a dit souvent, on veut pas de vague, doucement, etc. Bon, aujourd'hui, je crois qu'on n'en est plus là, heureusement, mais on a laissé prospérer une vindicte à l'école, à l'égard de l'école de la République, qui n'est pas prête de se taire comme ça. C'est encore un combat à mener aujourd'hui. Bon, il faut espérer que c'est d'autant plus difficile de le mener qu'objectivement beaucoup de professeurs ont peur maintenant, mais c'est légitime, on peut comprendre qu'on ait peur. Mais l'enjeu, c'est précisément de se montrer collectivement plus fort que la peur qu'on veut nous imposer. Collectivement plus fort, et à tous les étages de l'institution. Parce que pendant longtemps, des professeurs étaient en première ligne, mais ils ne se sentaient pas soutenus par leur institution. Bon, aujourd'hui, ça change, on peut espérer. La ministre que je vois de temps en temps, puisque je travaille, le conseil des sages est au ministère, paraît tout à fait clair sur ses positions aujourd'hui.